Voilà, alors j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter et d'accueillir Frédéric Bouchard. Frédéric Bouchard est vice-recteur associé à la recherche, à la découverte, à la création et à l'innovation de l'Université de Montréal. Et il est aussi président de l'ACFAS, l'Association francophone pour le savoir. Nous l'accueillons aujourd'hui dans le cadre des Midi Communiquer sa recherche qu'organise pour les scientifiques et les académiques de l'ULB le service communication recherche et le département des sciences de l'information et de la communication. Alors Frédéric Bouchard est philosophe des sciences et philosophe de la biologie. Ses recherches, souvent interdisciplinaires, portent principalement sur les fondements théoriques de la biologie évolutionnaire et de l'écologie, ainsi que sur les rapports entre sciences et société. Il s'intéresse aussi à diverses questions d'épistémologie des sciences, telles que le rôle de l'expertise scientifique dans le débat démocratique et les décisions publiques. Ce midi, il a choisi de nous parler sous le titre « À l'heure des faits alternatifs, quelle communication pour le chercheur ?» Un sujet d'actualité, comme nous l'a rappelé la March for Science de ce week-end, qui est née aux États-Unis en réaction au dérapage trumpien et a essaimé dans le monde entier. La démarche scientifique est de plus en plus souvent malmenée, présentée comme une opinion parmi d'autres, une croyance, un dogme. On croirait ou pas au changement climatique, on serait pour ou contre la vaccination, on aurait bien le droit de croire que tous les réfugiés sont des terroristes si on en a envie, etc. Dans ce contexte, il est primordial que les chercheurs communiquent leurs travaux auprès du grand public, qu'ils et elles partagent leurs découvertes et l'impact qu'elles peuvent avoir sur la société, qu'elles et ils expliquent leur démarche scientifique. C'est dans cet esprit, par exemple, que nous avons publié, avec le journal Le Soir, le projet Carnet d'identité, que vous avez peut-être remarqué. C'était 1 an après les attentats de Bruxelles, on a essayé d'analyser, au-delà des on-dit, au-delà des apparences, comment nous vivions ensemble avec les présences des militaires dans la rue et sur le campus, avec des communautés qui se sentent souvent stigmatisées ou rejetées, avec des discours politiques qui se durcissent, avec des groupes qui se clivent, etc. Les chercheurs doivent prendre la parole et remplir ainsi leur troisième mission, leur mission de retour vers la société. L'ULB les y aide depuis plusieurs années, que ce soit à travers l'accompagnement et le conseil offert par le service communication recherche, par des formations ciblées, ou encore dernièrement, par la toute nouvelle création d'un crédit d'impulsion à la communication recherche. L'avenue de Frédéric Bouchard ce midi s'inscrit dans cette dynamique. L'ACFAS, qu'il préside, a précisément pour mission de promouvoir la recherche, l'innovation et la culture scientifique dans l'espace francophone. Au journal Le Devoir, qu'il interviewait en février dernier, Frédéric Bouchard soulignait, je cite, « Il faut que tout le monde se dise, comme projet collectif, qu'on veut être une société du savoir, et que notre progrès social et économique, comme celui de nos enfants, en dépend. Il ne s'agit pas que tout le monde devienne un scientifique, mais on doit tous comprendre l'utilité de la recherche scientifique et faire intervenir celle-ci dans nos décisions personnelles et collectives. Oui, le monde est complexe, mais il n'est pas incompréhensible. Les outils existent pour nous aider à le comprendre et il faut nous donner la peine de parfaire notre culture scientifique. » Alors merci à Frédéric d'être venu ce midi partager avec nous ses réflexions et son expérience. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Vous allez voir, je vais traiter de plusieurs thèmes parce que j'ai plusieurs chapeaux et ils m'interpellent tous de différentes manières sur ces enjeux. En fait, c'est intéressant parce que lorsque j'entendais mes propres mots cités dans un journal, la réaction initiale, et je dois dire, c'est peut-être le réflexe qu'il faut le plus taire, c'était l'inquiétude. Qu'est-ce que j'ai dit? Comment ça a été rapporté? Donc, la crainte instinctive du chercheur est de ne pas vouloir parler. Là, je vais te dire les journalistes, mais je vais élargir le cercle. Ce n'est pas juste le journaliste l'enjeu, mais la communication et le partage de connaissances hors des cercles académiques est souvent angoissant pour plusieurs chercheurs. Pourquoi? Je ne suis pas psychologue, mais de manière anecdotique, je dirais que plusieurs chercheurs sont allés en recherche par curiosité, mais aussi parce qu'ils sont en contrôle de leur démarche. Donc, en gros, il y a un contrôle quand on est à la bibliothèque, dans un laboratoire, en classe. On a un certain contrôle sur une petite portion de connaissances. Et donc, c'est très confortable. Dès qu'on partage la connaissance, dès qu'on rencontre un journaliste,
dès qu'on va à une audience publique, il y a une perte de contrôle. Et la caricature de la mauvaise citation, là, c'était une excellente citation, mais je dirais, la citation, c'est une perte de contrôle, parce qu'on ne contrôle pas la contextualisation de notre propos, on ne contrôle pas son instrumentalisation. Et je dirais que le plus important, c'est si vous faites assez de communication scientifique ou assez de mobilisation de connaissances, votre moyenne sera positive par rapport aux expériences que vous allez avoir. L'erreur de plusieurs scientifiques, de chercheurs, c'est qu'ils le font une fois et ça se passe mal, donc ils ne le referont jamais. Le vrai réflexe, c'est « je vais le refaire et mieux » et le faire plusieurs fois. Et pour prendre un terme de baseball, j'aime pas le baseball, là, mais c'est votre moyenne au bâton, OK? Donc, disons, votre ratio de succès-échec va être positif. Mais ça, pour ça, il faut en faire beaucoup. Mais je vais traiter différents thèmes parce que je ne parlerai pas juste des journalistes. C'est vraiment plus une question plus générale sur l'enjeu de pourquoi et comment communiquer la recherche, la partager. Donc, le contexte général, c'est la montée de la popularité des faits alternatifs. Et là, ici, j'identifie quelques raisons. Encore une fois, c'est anecdotique, je ne suis pas sociologue, mais c'est, je dirais, des raisons qui sont souvent invoquées pour expliquer la montée des faits alternatifs. Bien sûr, c'est la structure même des réseaux sociaux, comment ils fonctionnent. Donc, Facebook, c'est une boîte de marketing. Ils vendent de la pub. La pub fonctionne si elle est bien ciblée à un auditoire donné. Et donc, on a une canalisation des nouvelles qu'on lit en fonction de notre profil. Et donc, il y a un effet de renforcement de l'homogénéité des faits auxquels on a accès. Et ça encourage les médias non traditionnels parce qu'ils offrent des contenus qui sont très ciblés à des intérêts particuliers. Donc, on a ici la montée des faits alternatifs. Les réseaux sociaux sont un facteur technologique évident. Mais un facteur, en fait, ce n'est pas juste technologique, c'est aussi sociologique. C'est par leur structure, ils renforcent la création de communautés homogènes qui font des chambres à écho, qui demandent en quelque sorte des faits alternatifs, disons des nouvelles qui correspondent à nos préférences et non pas nécessairement à l'état de fait. De manière plus générale, il y a une remise en cause de toute forme, pardonnez les erreurs, j'ai fait des diapos dans l'avion, mais de toute forme d'autorité traditionnelle. Donc, et ça, on l'observe, je dirais, en Occident depuis les années 70, et c'est pour le meilleur et pour le pire. D'accord? Donc, la contre-culture est née en opposition à un pouvoir qui était jugé totalitaire ou contrôlant. Mais disons, donc, depuis les années 60-70, la plupart des sondages indiquent qu'il y a une perte de respect de l'autorité. Ça semble trop positif par rapport à l'autorité. Mais disons, le rapport à l'autorité, quelle qu'elle soit, semble beaucoup plus critique qu'il ne l'était, disons, après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, quand l'on pense à l'autorité des Églises sur leur communauté, qu'on pense à l'autorité politique, qu'on pense à l'autorité des experts scientifiques. Donc, toute forme d'autorité a été affaiblie, et ça, c'est un mouvement qui, on le constate, et c'est pour le meilleur et pour le pire. D'accord? On n'arrête pas de dire qu'on veut que nos étudiants aient la pensée critique. Bien, ils ont la pensée critique, mais aussi par rapport à nous. D'accord? Donc, c'est quelque chose qu'il faut juste reconnaître comme faisant partie, disons, du contexte qui a rendu possible la montée des faits alternatifs. Rejet de l'élitisme, là, ici, ça varie beaucoup selon les pays, mais en quelque sorte, c'est que si les chercheurs sont considérés comme faisant partie de l'élite, et là, encore une fois, ça varie énormément d'un pays à l'autre, bien, si vous avez des mouvances anti-élitistes, les chercheurs font partie de ce qui est à rejeter. Le plus important, selon moi, donc ces trois choses-là, on ne peut pas y remédier en tant que chercheur. D'accord? C'est quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il faut juste laisser les choses aller, mais à la limite, les chercheurs n'ont pas un effet particulier sur ces phénomènes-là. Par contre, des sondages indiquent aussi que plusieurs secteurs du public se sentent méprisés par les universitaires. Ça, on peut travailler là-dessus. Donc, que ce soit par notre langage qui est plus technique ou ésotérique, parce qu'on a besoin d'un jargon, que ce soit par notre
frilosité à participer à des entrevues ou à des audiences publiques ou à des... Mais tous ces facteurs-là sont perçus, à tort ou à raison, par de larges segments du public comme une forme de mépris. Ça, aux États-Unis, c'est flagrant. D'accord? Donc, beaucoup du soutien de Trump, lorsqu'on leur présente, disons, des résultats de la recherche, très rapidement, on dit de toute façon, ces chercheurs-là se contrefichent de ma réalité. D'accord? Donc ça, pour moi, l'enjeu du partage, c'est entre autres d'être perçu comme étant non méprisant ou non hautain dans notre démarche. Donc la question générale, pour moi, elle se traduit de deux manières. Pourquoi communiquer la recherche et comment communiquer la recherche? Donc ces deux questions-là, juste ça. Donc, d'abord, il faut réaliser que, ou se rappeler que la recherche, oui, c'est la découverte, mais c'est aussi la communication. Toute la recherche universitaire est basée sur la communication de la recherche entre nous. La recherche que vous faites tout seul et que vous ne partagez pas est condamnée à l'oubli. D'accord? Pourquoi on écrit des articles scientifiques? C'est de la communication. Pourquoi on va à des conférences? C'est de la communication. Nos auditoires sont sélectionnés en fonction des incitatifs que le système universitaire a mis. Donc, si on vous dit, oui, il faut que tu communiques ta recherche, mais on dit, mais on veut que ce soit dans des grands congrès. OK? Bon, pourquoi on a dit ça? Bien, et là, je mets un bémol parce qu'on a commencé cette discussion-là dans le couloir tout à l'heure, mais c'est aussi que les universitaires le demandaient. Ils disaient non, mais on veut parler entre nous. La Société royale, c'est des chercheurs qui vous laissent parler entre eux. D'accord? Donc là, ici, je ne veux pas donner de la responsabilité à qui que ce soit, mais on peut constater qu'il y a déjà beaucoup de communication que les chercheurs font, mais elle est très canalisée entre eux. Et donc là, ce dont je veux parler, c'est dire, bien, si vous vous rappelez que, en fait, vous faites déjà de la communication scientifique, mais d'élargir vos auditoires ou de les diversifier. Malheureusement, ce n'est pas à vous que je devrais parler, mais c'est à ceux qui ne sont pas là. Parce que si vous êtes ici, il y a un effet de sélection. C'est que déjà, vous vous intéressez à la question. Donc, à la limite, je prêche ou converti, mais ce sera à vous de porter la bonne nouvelle. Donc, la recherche, c'est la découverte, mais c'est aussi la communication. Et la question, c'est qui est mon interlocuteur et quels sont ses besoins et ses contraintes. C'est quoi la communication? Ce n'est pas d'émettre des sons qui déplacent de l'air et qui font vibrer le tympan et qu'il y a un influx électrique qui va jusqu'au cerveau. Ce n'est pas ça la communication. Sinon, le vent, ça serait la communication. La communication, c'est à qui je parle, quels sont ses besoins et ses contraintes. Je vous parle en français. Si je donnais cette conférence-là à Toronto, je la donnerais en anglais. Pourquoi? Parce que je me dis à qui je parle. Je parle à un anglophone. Mais si je parle à un anglophone, je m'adapte et je transforme ce que je dis et comment je le dis en fonction de ses contraintes. Un mot que je trouve ici, puis je ne veux pas commencer un grand débat parce que des fois je l'utilise aussi, mais on parle trop souvent de vulgarisation scientifique. Et c'est important de vulgariser la science. Mais je crois qu'il faut surtout se rappeler qu'il faut communiquer la science. La vulgarisation, on a l'impression qu'on nivelle, qu'on abaisse. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est qu'il faut adapter. Adapter, ce n'est pas bas ou haut. Quand j'explique ce que je fais à mon voisin, je n'abaisse pas le propos, je l'adapte. Et ça, c'est un changement, je dirais, cognitif qui est important parce qu'on se met dans une démarche de communication et non pas dans une démarche de transmission. Je te lance ce que je fais. Attrape-le. C'est non, je te transmets ce que je fais. C'est différent. Donc, il faut toujours se poser la question, qui est mon interlocuteur et quels sont ses besoins et ses contraintes? Si vous ne vous posez pas cette question, ou vous ne vous préoccupez pas de la réponse, vous ne serez pas un bon chercheur. Et là, ça, c'est la partie importante. Si vous êtes un chercheur scientifique dans votre labo et que vous allez à un congrès sans vous intéresser qui est dans la salle. Disons que vous êtes biochimiste. Est-ce que vous allez parler à des biochimistes ou à des chimistes ou à des personnes en génomique?
si vous faites exactement la même conférence à ces trois, exactement la même, vous ne communiquez pas, vous faites des monologues. Communiquer, c'est dire, OK, bien là, je parle à des experts dans mon domaine. Eux, ils ne veulent pas l'espèce d'intro historique, ils veulent la molécule. Alors, il faut que je leur donne la molécule vite. Alors que si je parle, disons, à un prix Nobel d'économie, mais que je suis biochimiste, bien, je m'adapte. Donc, à qui je parle? Quels sont ses besoins et ses contraintes? Et c'est la même question qu'on se pose implicitement lorsqu'on parle à d'autres chercheurs dans notre domaine, mais c'est la question qu'on devrait toujours se poser. Et ça nous aide pour lorsqu'on parle avec des non-chercheurs. Les contraintes et attentes de votre cousin ne sont pas les mêmes que celles d'un journaliste, et les contraintes et attentes d'un journaliste radio ne sont pas les mêmes qu'un journaliste d'un magazine. Mais si vous vous mettez toujours dans la posture « à qui je parle? » OK, est-ce qu'il y a besoin d'un article pour demain matin? Est-ce que c'est une entrevue radio? Est-ce que c'est une entrevue live? Est-ce que c'est une entrevue éditée? Est-ce qu'il y a un montage? Est-ce qu'il y a une caméra? Est-ce qu'il n'y a pas de caméra? Toutes ces questions-là modifient. Ce n'est pas qu'il faut réinventer complètement votre propos, mais vous allez l'adapter. On a mentionné que je suis président de l'ACFAS. Je vous donne un peu de contexte, parce que vous dites « Ah oui, une association francophone pour le savoir. » C'est un truc surtout pour le Québec, mais on a 5000 membres dans toutes les disciplines et on fait un gros congrès annuel, 5000 personnes qui se déplacent d'une ville à l'autre au Québec chaque année. Donc, si vous êtes en sciences naturelles et que vous connaissez le AAAS aux États-Unis, bien, on est comme le AAAS, mais au Québec. Et l'ACFAS fait des interventions médias pour le soutien de la recherche. Et donc, j'ai eu un cours de préparation média. Là, c'est un rôle différent. Pas comme expert. Là, c'est comme porte-parole. C'est très différent. Aujourd'hui, je vous parle comme vous êtes des experts. Si vous êtes porte-parole, c'est un autre champ de mine. Mais en gros, dans la préparation qu'on m'avait donnée, on dit, OK, si c'est pour les nouvelles, tu parles en tweet. Okay? Tu vas peut-être parler 20 minutes aux journalistes. Tu vas peut-être parler 1 heure aux journalistes. Mais tu as besoin de parler en tweet. Et tu répètes tes tweets, tu changes les mots. Parce qu'aux nouvelles, tes livres, ça va être un tweet. Audio avec image, mais tu vas avoir à peu près 140 caractères. Donc là, il faut des phrases punchées et elles ne seront peut-être pas aussi précises que vous le souhaiteriez, mais elles peuvent être vraies. D'accord? Si vous parlez à la radio, bien là, vous pouvez plus de nuances, plus de complexité aux propos, plus de structure. Mais en gros, quand on parle à un journaliste, quel qu'il soit, vous devez décider d'avoir 2 messages. Vous avez 2 messages. Vous avez votre message principal, puis vous avez votre message secondaire, puis le reste, ça explique. Donc, qu'est-ce que vous voulez vraiment dire? Est-ce que vous voulez dire qu'il y a une dérive sécuritaire ou disons qu'elle n'est pas justifiée? Est-ce que c'est ça votre message? Est-ce que votre message, c'est que, en fait, le prix Nobel n'était pas mérité par tel chercheur? Oh, vous allez repasser à la télé si vous dites des choses comme ça. Donc, vous devez choisir votre message principal et votre message secondaire. Et une fois que vous faites ça, là, ensuite, vous construisez, mais vous devez vous préparer. Qu'est-ce que je veux dire aux journalistes? C'est quoi les messages que je veux passer? Lorsque vous parlez à des gens de votre famille, c'est différent aussi. Parce que là, il y a une question-réponse, il y a beaucoup moins de pression, mais vous avez une responsabilité à la limite plus grande encore. Parce que là, vous avez une fenêtre grande comme ça pour convaincre cette personne-là que la recherche devrait être soutenue. Et la personne vous pose la question. Si vous dites, là, il y a quelques thésards dans la salle, si quelqu'un dit « Ah, c'est sur quoi ta thèse? » et que la réponse, c'est « C'est compliqué. » C'est ce que vous pensez. C'est « Oh, c'est compliqué. » Et si vous le dites, vous venez dire à cette personne-là, ça ne t'intéresse pas, ça ne devrait pas t'intéresser, ou tu ne peux pas comprendre. C'est horrible comme message. C'est pas ça que vous voulez, mais c'est ça que vous êtes en train de dire à la personne. Donc, vous l'adaptez. Là, vous dites, OK, à qui je parle? Est-ce qu'il est allé à l'université ou non? Comment je peux, à quel niveau? C'est quoi la différence entre psychologie et sociologie? Ou entre chimie et biochimie?
D'accord? Donc là, on commence juste à réfléchir, puis ça ne prend pas 15 heures, c'est juste, on essaie d'adapter un peu le propos. Puis là, ben, on commence. Ma thèse, en gros, c'est ça. Je m'intéresse sur les adaptations des grenouilles. Non, mais on peut y aller, on peut y aller à assez haut niveau. Puis là, ensuite, vous pouvez creuser à la mesure que vous voyez s'il y a de l'intérêt ou non. Donc, pourquoi communiquer la recherche? Il y a un intérêt personnel et collectif. Presque tous les pays, pour le financement de la recherche, et je constate la chose, je ne vous dis pas que c'est bien ou mal, il y a une montée de la recherche en partenariat. Donc, ce n'est pas toujours des partenaires industriels, ça peut être avec des ministères, des OBNL, des groupes communautaires, mais il y a une augmentation de la recherche en partenariat à travers le monde. Vous devez communiquer avec ces gens-là. Vous devez interagir avec ces gens-là. Donc, essayez de renforcer votre muscle de communication va rendre votre carrière de chercheur beaucoup plus positive. Okay, ça, c'est un intérêt purement personnel. Il y a un intérêt collectif parce que si on le fait assez, bien, oui, ça augmente l'argent qu'on va recevoir, mais ça augmente aussi les gens avec qui on peut faire de la recherche puis qui s'intéressent à ce qu'on fait. Donc ça, c'est intéressé. Mais, très franchement, on a une obligation morale, individuelle et collective de le faire. Okay. D'une manière ou d'une autre, tous nos efforts sont en partie rendus possibles, en partie ou totalement par le soutien du public. Okay. Ce n'est pas juste parce qu'ils disent « Ah, c'est le fun d'avoir plus de bonnes têtes dans la société. » C'est pas juste ça. Ces bonnes têtes-là, qu'est-ce qu'elles font? Je ne vous dis pas qu'on doit tous... De souligner cela ne valide pas l'argument qu'on devrait faire des choses utiles. C'est pas ça. Moi, je crois qu'il devrait y avoir des artistes dans la société, ça enrichit ma vie. D'accord? Donc, ce n'est pas une vision utilitariste, mais il y a une vision de responsabilité. Si vous êtes un historien de l'art, bien, c'est que quelque part, de manière très indirecte, la société a déterminé qu'on voulait des historiens de l'art. Mais on ne veut pas des historiens de l'art dans le fond d'un puits. D'accord? On a formé un historien de l'art, c'est génial, il parle à d'autres historiens de l'art. C'est catastrophique. Bien, c'est pas catastrophique qu'ils le font, c'est catastrophique qu'ils fassent juste ça. D'accord? Donc, on a une responsabilité morale à l'échelle individuelle et collective. Quand je dis collective, c'est à l'échelle de la communauté des chercheurs. Et là, je ne vous dis pas de tout le temps en faire. Il y a un équilibre à faire. Parce que bien sûr, ça demande du temps. Vous êtes ici, le temps que vous êtes ici, c'est le temps que vous ne faites pas d'autre chose. Et la plupart des chercheurs qui ne sont pas ici, ils disent « Ah, c'est bien, mais je n'ai pas le temps. » Puis ils ne sont même pas convaincus que c'est bien. Donc, ils disent « J'ai pas le temps. » Personne n'a le temps. D'accord? J'ai pas le temps. Ça prend plus de temps pour moi d'amener ma fille en marchant pour aller à l'école que de prendre ma voiture. Mais je sais que si je marche avec elle, j'ai une discussion de 10 minutes avec elle que je n'aurais pas si je l'amenais en voiture. Okay? Donc, c'est un intérêt personnel, j'aime ça, mais c'est aussi une obligation. Je suis un parent, puis je veux mieux la connaître, mieux partager les choses avec elle. De le voir comme une obligation morale nous aide à au moins l'insérer dans notre horaire ou l'accepter d'en faire de temps en temps. Si on le fait tous un petit peu, bien, en fait, ça soulage le fardeau sur quelques individus qui le font trop. Comment communiquer la recherche? Je dirais de toutes les manières possibles. Le but n'est pas de parler juste à des journalistes, c'est de parler à quelqu'un. Donc, est-ce que ce sont des tweets? Est-ce que ce sont des haïkus? J'ai découvert, parce que je me disais, il y a un site qui traduit des résultats de recherche, des sujets de recherche en haïku. En danse, en vidéo, est-ce que ce sont des livrets? Est-ce que ce sont... À la limite, ce n'est pas grave. L'important, c'est de le faire. Et parce que vous allez rejoindre différents publics, vous allez dire différentes choses. Mais s'il n'y a eu aucune démarche de communication dans votre année, ça serait... En fait, pour moi, c'est aussi inquiétant que si vous ne participiez jamais à des conférences.
La recherche que vous faites dans ce sens-là, elle a quelque chose de stérile. Elle ne porte pas fruit. Et donc, à la limite, c'est de trouver la manière avec laquelle vous êtes le plus confortable. Si vous êtes inconfortable de parler live, ne parlez pas live. C'est super dur, le live. Le direct, faire une entrevue en direct, c'est terrifiant. Non, mais il faut juste, à moins que vous soyez hyper préparé. Si vous avez... Moi, maintenant, je suis préparé. Comme c'est encore terrifiant, mais je suis préparé. Parce que maintenant, je sais, là, c'est le porte-parole qui parle et non pas l'expert, que j'ai mon message. Puis à la limite, si je n'aime pas la question, j'y réponds pas. Alors, mais comme prof, comme chercheur, on essaie toujours de donner la bonne réponse. Mais des fois, la question n'est pas bonne. D'accord? Mais c'est ça, on le découvre, puis on découvre notre zone de confort. Si vous êtes plus introverti, est-ce que vous êtes à l'aise de parler à un groupe de hobbyistes, des fanatiques là, disons, de paléontologie, puis vous êtes paléontologue? Bien, allez leur parler. C'est le même genre de démarche. Elle est juste déclinée de différentes manières. Donc, pourquoi communiquer la recherche? C'est un intérêt, une responsabilité. Comment communiquer la recherche? Je vous dis, il y a des manières très différenciées selon le médium. Ça me fait plaisir. On peut discuter de différents exemples pour voir comment on l'adapte. Je ne vous donnerai pas des trucs pour chacun des médiums. Mais le truc universel, ça, je peux vous le donner. Et je vous l'ai déjà donné. À qui je parle? Quels sont ses besoins et ses contraintes? Et ça fonctionne. Donc, est-ce que, pour un journaliste, là, c'est assez facile? Parce que vous dites, OK, est-ce que c'est écrit ou est-ce que c'est audio-vidéo? C'est un format différent. Puis vous dites, oui, mais qu'est-ce que je fais dans ce sens-là? Mais pensez-y 2 minutes. Vous avez regardé la télé toute votre vie. Vous avez lu des trucs toute votre vie. OK? Dans un journal, le début de l'article, c'est le plus important. Puis ensuite, c'est l'explication. C'est ça, un article de journal. Un article de journal, quand vous n'avez pas le temps de le lire, vous lisez juste les 3 premières lignes. Vous savez le plus important. Si vous voulez comprendre plus de contexte, là, plus vous allez bas, plus ça va être le contexte. Donc, quand moi je parle à un journaliste, à peu près dans tous les médias, je donne la conclusion au début. Comme chercheur, on ne pense pas comme ça. Comme chercheur, on pense en termes de démonstration. Donc, la conclusion est à la fin. D'accord? Non. Là, vous dites, OK, nous avons découvert, donc là, c'est comme, pouf, okay. Nous avons découvert que telle molécule fait telle chose. Comme, wow! Si vous avez peur, nous faisons partie d'un groupe de recherche. Le journaliste, c'est comme, OK. Le titre, ça va être « Ils ont découvert », mais c'est correct. Qui a découvert? Là, vous commencez par ça. Puis là, ensuite, vous expliquez ce que vous avez fait. OK? Mais ça, de penser comme ça, si vous êtes à la radio, est-ce que c'est en direct ou non? Si c'est à la télé, est-ce que c'est en direct ou non? Et juste de penser à ça, de se dire, OK, mais là, alors là, si c'est au montage, si c'est aux nouvelles, bien là, vous dites, ça va être très court. Vous savez que ça va être très court. Et ça veut dire que vous faites des phrases plus courtes, écrivez-les. Vous dites, qu'est-ce que je veux dire? Écrivez-les. 140 caractères, c'est peut-être un peu court, mais ce n'est pas beaucoup plus que ça. Vous devez être capable d'exprimer dans une phrase, et idéalement, je vous dirais, sans subordonner, okay, juste vraiment un énoncé. Et là, ensuite, expliquez plus. Si ça l'intéresse, de toute façon, le journaliste risque d'utiliser ce que vous allez dire, ce que vous allez lui donner, de mettre plus nuancé, plus contextualisé, mais dans sa recherche. Mais vous allez voir à l'écran, Docteur Tremblay, et là, ça va être peut-être 7 secondes. Oh, on a parlé 1 heure. Je dis, ouais. Quelles 7 secondes? D'accord? Et là, vous dites, ah, c'est terrifiant. Je dis, ben non, c'est pas grave. Je dis, au pire, ça se passe mal. Non, mais sérieusement, au pire, ça se passe mal. Si vous le faites assez, le ratio va être positif en votre faveur. Et surtout, c'est que ce n'est pas la fin du monde. De ne pas le faire. Sauf si vous faites des... Franchement, là, je dis ça, là, si vous faites des accusations, oui, ça peut être grave. Si vous attaquez la réputation de quelqu'un, ça peut être grave.
Soyez juste prudents. Mais la plupart d'entre vous, vous êtes déjà prudents. Ce n'est pas ça le problème. C'est rare. Ceux qui lancent des grenades, là, journalistiques, ils ne sont pas dans cette salle. Okay? Donc, vous faites juste, dites, OK, qu'est-ce que je veux dire? Je le dis. Je le dis en une phrase. Ensuite, je le dis en 2 phrases. Je le dis en 3 phrases. Et, là, et sérieusement, et aussi, c'est se rappeler que vous ne saurez pas, si vous passez aux nouvelles, ça ne durera pas 1 heure. Donc, ne gênez pas. Répétez-vous. Moi, je me répète constamment en entrevue. Ce n'est pas la langue de bois, je le dis différemment. Je mets une nuance de plus, de moins. Répétez-vous. Et la personne ne se dira pas, et là, comme chercheur, vous dites, hey, c'est impoli. J'ai l'air de le radoter. Non, en fait. Vous donnez au journaliste vous donnez au réalisateur différentes phrases qu'il peut utiliser dans son reportage. Donc, la démarche, il faut outiller les profs intéressés. Vous êtes ici, profs et chercheurs intéressés. Vous êtes ici, donc déjà, c'est fait. Il faut sensibiliser les profs sceptiques. Ça, c'est la partie la plus difficile. La plus difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a un effet de sélection. Ceux qui le font de plus en plus. Ceux qui ne le font pas se disent « je ne veux pas être comme lui ». Okay? Mais il faut comprendre individuellement et collectivement notre responsabilité morale, mais aussi que c'est dans notre intérêt collectif. Si la communauté s'intéresse plus à ce qu'on fait, elle a plus de chances de soutenir ce qu'on fait. D'accord? Donc, il faut aussi faire attention. Ne vous excusez pas d'en faire. Ça, c'est important. Il ne faut pas non plus survaloriser. Il ne faut pas dire, ben moi, je fais juste ça maintenant. C'est ben, OK, mais tant mieux, mais c'est important qu'il y en ait d'autres qui fassent la recherche aussi. Donc, c'est respecter la diversité des contributions au savoir et au partage du savoir. Puis, je dirais, ce qu'on peut tous faire, c'est outiller et sensibiliser les étudiants et le personnel de recherche. Ce n'est pas qu'ils ont plus de temps, mais ils ont un peu plus de liberté d'action. D'accord? Parce qu'ils ont moins de meetings. Ils ont un peu plus de disponibilité. Je sais que vous êtes très occupé si vous êtes étudiant. Je ne suis pas en train de dire que vous ne travaillez pas. C'est juste que la structure de votre travail est distincte. Et donc, il faut rendre les outils disponibles à tous et chacun pour que les gens soient capables de le faire lorsqu'ils en ont le désir, mais lorsqu'ils en ont l'occasion, l'opportunité. Et donc, il faut le faire en amont. Poser ces questions-là. Et donc, vous êtes ici, donc quelque part, vous êtes déjà sensibilisé. C'est là que je dis que s'il y a un effet de sélection qui est peut-être néfaste, mais c'est aussi de dire, écoutez, là, on veut que, disons, les universités aient plus d'argent. Bien, il n'y a pas 10 000 manières. Okay? Soit vous trouvez des philanthropes, ça c'est comme une licorne. Donc vous trouvez, il y en a, bien pas des licornes, mais il y en a des philanthropes, mais ce n'est pas une vraie solution. Okay? Donc, vous voulez augmenter le soutien public, le soutien de l'État. Bien alors, soit vous devenez un groupe de pression vraiment fort, ça n'arrivera pas. Okay? Les universitaires sont un horrible groupe de pression. Pourquoi? Parce qu'on est super indépendants. On veut tous faire notre affaire, on est en compétition, ça marche. Comme il faut essayer, mais ce n'est pas ça. Il faut que d'autres se battent pour vous. Mais pour qu'ils se battent pour vous, il faut que vous leur donniez des munitions. Minimalement, l'intérêt de le faire. Minimalement, vous ne voulez pas qu'ils appellent à des radios, je ne sais pas comment ça s'appelle chez vous, là, mais des lignes d'appel, quand les gens appellent pour dire « Ouais, moi, je pense que… » Vous ne voulez pas qu'ils disent « Les universités, ça ne sert à rien. » Ça tue. Parce que l'élu, lui, il se dit « OK, j'entends pas les universitaires. C'est super. » Puis il n'y a personne du public qui dit qu'on devrait mettre plus dans les universités. Donc, cette démarche-là, c'est de dire, hey, il y a des choses cool qui se font à l'université. Et ça, vous allez être gagnant individuellement et collectivement. Mais en conclusion, je termine là-dessus. Puis là, je termine pas sur une note positive, à moins que vous soyez zen bouddhiste, mais partager, c'est aussi accepter de perdre du contrôle. C'est la chose la plus difficile, vraiment à accepter là, dans ses tripes. Partager, quoi que ce soit. Partagez un croissant. OK? Vous perdez du contrôle sur le croissant. Partager, c'est une perte de contrôle. Pas totale, pas complète. Vous gagnez quelque chose aussi. Mais
il faut se rappeler de ce qu'on gagne pour être confortable avec ce qu'on perd. Mais si vous dites « Oui, mais je ne veux pas perdre contrôle », bien, vous n'êtes pas capable de communiquer. Vous ne serez pas capable de communiquer. Et vous nuisez à votre propre carrière de la même manière que si vous n'alliez jamais à des congrès scientifiques parce que vous ne voulez pas avoir l'air fou, votre carrière est finie. Mais c'est la même chose. Si vous ne partagez pas de temps en temps, d'une manière ou d'une autre, oui, vous êtes en plein contrôle, mais de quelque chose de tout petit. Alors que si vous êtes dans une démarche, bien oui, je vais prendre une chance. Ça va peut-être mal se passer. Ou vous allez peut-être croire que, et même moi, j'en fais beaucoup, et j'ai le même réflexe. Quand je lis, j'ai une entrevue, disons, écrite, là, je le relis 10 fois. Puis je dis, ah oui, mais c'est pas exactement ça que je disais. J'ai pas dit qu'il était 11h15, j'ai dit qu'il était 11h17. OK? La plupart des gens qui vont lire l'article disent, ah, il sait lire l'heure. Okay? Donc, ce que les gens vont recevoir et ce que vous donnez, ça va être complètement différent. L'important, c'est qu'ils se souviennent que vous avez quelque chose à donner. Et donc, sur cette note-là, puis c'est mon mot de la fin, vous devez le faire. On a une obligation de le faire. Vous devriez le faire, pas juste moralement, mais parce que c'est dans votre intérêt. Puis ensuite, c'est comment bien le faire. À la base, c'est juste une question de comprendre c'est quoi la communication. C'est vous dire, bien, avec qui j'essaie de communiquer, quels sont ses besoins et ses contraintes. Si vous faites ça, vous êtes capable, franchement, de toucher n'importe quelle démarche de communication de manière un peu plus sereine et un peu plus en contrôle, parce que vous allez comprendre ce qui se passe. Alors que si vous ne le faites pas, vous ne voudrez pas en faire et vous pénalisez ainsi votre propre carrière et la société qui rend votre action possible. Merci beaucoup.